Des élections, comment? C'est prêt pour le résultat des élections? Je suis largué, depuis le départ. Je n'ai pas compris cette dissolution, et enfin, je pense qu'il est le seul, mais apparemment, c'est à peu près tout le monde qui n'a pas compris cette dissolution. D'après ce que disent beaucoup de journalistes qui ont interrogé les ministres de Macron, les ministres de Macron ne prennent pas cette dissolution. Et il y en a un autre qui ne comprend pas du tout cette dissolution et qui est très porteur contre cette dissolution. C'est Alamanque, hein. Alamanque, c'est un faiseur de roi avec Jacques Attali. C'est lui qui a fait la carrière d'Emmanuel Macron, qui l'a imposé à Hollande, président de la République. C'est lui qui l'a imposé au monde politique. Hein. Alamanque, c'est ce qu'on appelle un faiseur de roi. Il fait les présidents de la République hein, depuis de nombreuses années avec son beau-père Jacques Attali. Alors Alamanque a donné une interview à l'Express, on peut lire dans le magazine Express jusqu'à demain dimanche. Il dit que Macron a fait une erreur historique impardonnable. C'est les termes qu'il emploie. Erreur historique impardonnable. Il dit que cette dissolution est absurde. Voilà. Donc, il ne comprend pas du tout cette dissolution à la marque. Ah oui, il parle aussi de fureur. Il emploie le mot fureur à la marque. Il dit qu'il a la fureur contre Emmanuel Macron. Voilà. Il emploie le mot fureur. C'est quand même fort le café, hein. Pour reprendre l'interview d'Alamanque, il n'invente rien. Il a sorti le mot fureur. J'ai de la fureur vis-à-vis de cette dissolution. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, en gros, il faut savoir lire entre les lignes avec ces gens-là. C'est de relire l'interview à l'Express d'Alamanque. Entre les lignes, on comprend la chose suivante. C'est nous qui avons fait Emmanuel Macron. C'est nous qui avons fait la carrière d'Emmanuel Macron. Alors nous, à mon avis, c'est lui, Jacques Attali, quelque chose. Et jusqu'à présent, après Alamanque, il a fait du bon travail, mais avec cette dissolution complètement absurde qui efface tout le bon travail qu'il a fait. D'après Alamanque, mon filigrane, Emmanuel Macron serait très fatigué, épuisé mentalement, et il faudrait qu'il se retire du pouvoir. Et après, il se sera retiré du pouvoir, d'après ce que dit Alamanque, il faudra qu'on s'occupe de lui. Il y a le terme exact de l'interview, il faudra qu'on s'occupe de lui. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire le soigner mentalement? Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que je pensais être le seul à ne pas comprendre la dissolution, parce qu'un parti qui est au plus bas dans les sondages, un camp politique qui est au plus bas dans les sondages ne dissout pas l'Assemblée. C'est complètement absurde et incompréhensible, alors que l'opposition, en l'occurrence, est au plus haut. Voilà. Alors maintenant, il y a eu deux thèses au dans Paris pour expliquer cette dissolution incompréhensible. La première, c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois. Macron souhaite le chaos. L'éventuelle l'éventuelle victoire de Bardella et d'une partie de la face, ce soit le chaos, les émeutes en France, plus éventuellement un éventuel attentat. Comme ça, il prendrait les pleins pouvoirs par l'article 16 et le Parlement n'aurait plus aucun pouvoir. Lui et ce cabinet de guerre prendrait les pleins pouvoirs. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la première thèse qui circule, mais vraiment je suis un petit mal à y croire parce que déjà que la situation économique et financière de la France est très très difficile, ça va casser complètement le flux d'activité qu'il y a en France. Voilà. Et la deuxième théorie qui circule dans tout Paris, mais étudiée par certains milieux économiques, dont le journaliste, il s'appelle François Langlais, le journaliste économique mainstream François Langlais, qui la véhicule, tout simplement, c'est que la situation financière, c'est la patate chaude, c'est la théorie de la patate chaude. La situation financière de la France est tellement dégradée, le budget 2024 a tellement été difficile à faire, avec de nombreux 49.3 qui ont coulé le gouvernement Borne. Aujourd'hui, Macron n'avait pas le choix. Dans la perspective du budget 2025, ça aurait été impossible pour lui. D'autant que les chiffres financiers de la France sont très mauvais. Hein. Donc, pour François Langlais et d'autres, Macron a dissous l'Assemblée parce que le budget 2025 aurait été impossible à faire. Hein. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, comme il avait fait un budget trop optimiste, il devait
faire 10 ou 20 milliards de pistes d'économie. À l'époque, on avait dit, d'ailleurs, il n'est pas arrivé d'ailleurs à faire les pistes d'économie. On avait dit, c'est impossible, ça va être douloureux pour le pays. Oui, mais dans le même temps, l'agence France Trésor va emprunter en 2024 285 milliards d'euros sur les marchés financiers. C'est pour te dire qu'on est complètement planté. Et d'après certains économistes, dans les 2-3 ans qui viennent, le poste du remboursement des intérêts de la dette, pas de la dette, on est un peu, on ne peut pas rembourser la dette, mais le poste du remboursement des intérêts de la dette sera le premier poste budgétaire d'État entre 70 et 75 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est deux thèses qui circulent pour expliquer pourquoi Macron aurait, à l'issue de l'Assemblée. Hein. Voilà, c'est deux thèses. Voilà. Mais enfin, pour l'instant, Macron, la dette publique, ça n'a pas beaucoup affolé. Hein. Voilà, parce que c'est quand même 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017, avec pas de croissance en face. Et la question que je me pose, mais où est passé l'argent? 1000 milliards, c'est énorme, hein. Imaginez ce que ça représente, hein. Je crois que c'est 1 et 12 zéros derrière, hein. Comment peut-on faire 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017, c'est-à-dire 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait 7 ans. C'est clair, en 7 ans, au regard de l'histoire, c'est rien du tout. D'ailleurs, une vie humaine, au regard du temps, l'histoire, c'est rien du tout. Comment peut-on faire en 7 ans 1000 milliards d'euros de dette en plus et ne pas avoir de croissance? Mais où est passé l'argent? Moi, je souhaiterais que le prochain gouvernement, fasse un audit des finances publiques et nous dise où est passé l'argent. Comment peut-on faire 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans? Où est parti l'argent? Parce qu'il n'est pas parti de l'investissement, il n'y a pas de croissance. Là, il y aurait quand même, et je pense, je déteste Macron, mais je pense que là, on dépasse le cadre de la petite personne d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a une maladie mentale de ce garçon. En tout état de cause, il ne peut pas être responsable seul de ce marasme financier. Hein. Où est passé l'argent? C'est tout un système. C'est tout un système qui va être remis en cause. Hein. Ouais. Non, il faudrait savoir où sont partis ces 1000 milliards d'euros de dette. Alors, cette semaine, j'ai entendu des gens qui parlaient de Macron et qui nous comparaient à Looping. Par rapport à sa sortie, où il était habillé en cuir, avec une casquette judiciaire, il donnait les selfies à tout le monde, il tirait des mains à tout le monde, il avait l'air d'être la joie. Alors, je ne comprenais pas trop. Après, on m'a parlé de l'agence touriste, la série des années 80, l'agence touriste. Et là, je me suis souvenu. Looping, c'était un personnage farfelu, c'était comme ça, et des gars, dans l'agence touriste, qui était dirigée par un certain Hannibal. Il y avait Mister, il y avait Barracuda, joué par Mister, et Barracuda comprenait toujours après ce gars mort de Looping. Voilà. Il y a pu diffuser, je me souviens comme ça. Parce que dans les années 80, il y avait plein de séries américaines, genre Agent touriste, Alerte Malibu, K2000, MacGyver. C'était des séries pour l'enfant, on va dire. Hein. Si on regardait ça, ça changeait les idées, voilà. Voilà pourquoi. Sur les réseaux sociaux, on compare de plus en plus Macron à Looping. Un gars fort, un mec qui est plus civil, voilà. Bon, je pense que c'est assez volontaire parce que c'est vrai que quand on compare les deux photos, j'ai vu ça sur Internet, c'est vraiment... il a joué le clown, disons. C'est vraiment l'imitation en tenue comme du luxe. C'est du faux cuir, hein, c'est pas le cuir comme le Looping, le personnage là dans la série. Et tu penses pas qu'il peut s'en sortir grâce à l'alliance avec l'extrême gauche? Écoute, moi, je ne comprends rien à ce qui se passe en ce moment. Avec les désirs de barrage anti-RN et les nombreux ajustements autant de députés macronistes que de députés gauche, il faut comprendre qu'ils demandent, par exemple, dans certaines circonscriptions, à des électeurs macronistes de voter pour une gauche pour faire barrage au RN. Enfin, comment un électeur macroniste peut voter pour un mec LFI? C'est pas possible. Et inversement, dans certaines circonscriptions, pour faire barrage au RN, on demande à des électeurs de gauche populaires, donc des électeurs LFI, de voter pour un macroniste. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même, on demande une gauche apparemment de voter pour Elisabeth Borne, qui a fait 49 voix, qui a fait
les 49.3 répétition, qu'a voté la réforme des retraites. Et même, on demande dans la circonscription de Darmanin, au front de gauche, aux électeurs du front de gauche, de voter pour Darmanin. C'est pas possible. Darmanin, avec la violence policière qu'il a engendrée, c'est un personnage noir de la République, Darmanin. Qui c'est qu'il est apparemment, d'après les bruits qui courent dans Paris, fait partie des quelques conseillers qui ont soumis à Macron l'idée de saisir l'Assemblée. Ils sont quelques-uns, mais Darmanin est apparemment un des conseillers les plus en vue pour demander à Macron de dissoudre l'Assemblée. Enfin, c'est complètement aberrant. On se demande s'il a fait pour le compte de quelque chose, d'ailleurs. Oui, mais cette alliance pour Macron, c'est un coup de génie, parce que là, il va tuer l'extrême gauche en faisant ça. Il est à force, le président de l'extrême gauche trahit quand même les personnes qu'on dépose, quand même. C'est trahison. J'ai du mal à m'y retrouver là-dedans, dans cette trajectoire. Il faut savoir qui va sortir des urnes demain, quel gouvernement pourra se constituer. Est-ce que le RN, avec une partie de la droite, aura la majorité relative ou absolue? Est-ce qu'il n'y aura pas un front anti-RN composé d'une partie de Macron, du front de gauche et d'une partie de la droite? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que dans certains pays en Europe, on a déjà eu souvent dans le parti des alliances entre des partis politiques qui n'avaient pas grand-chose en commun. Parce que là, entre le front de gauche et les filles, la droite et les Macron, il n'y a pas grand-chose en commun au niveau idéologie. Hein. Donc, et surtout que le Macron avait le soutien de la droite à l'époque. Oui, il a eu le soutien de la droite. Il avait ses 49.3 avec la droite, maintenant il va avoir l'extrême gauche. Macron, depuis 7 ans, il a été soutenu par une partie de la population, par la bourgeoisie, par la franc-maçonnerie, par la police, par la gendarmerie, par le spectacle, par l'édition. Il a eu un soutien de tout le monde, comme je pense rarement un président de la République n'a eu. Sarkozy et Hollande n'ont pas eu ce soutien-là. Et pour quel résultat? Le résultat qu'on voit maintenant. Hein. Enfin, en plus, parlons pas des chiffres financiers de la France, hein. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est catastrophique. Hein. Au 31 décembre 2023, on avait 3100 milliards d'euros de dettes. Et ça a encore flambé, plus de 50 milliards. On va vers les 3200 à la fin de l'année. Les dettes d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Il faudra qu'on passe à la caisse. Hein. Je les dis maintes fois. D'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on passe à la caisse. Alors, c'est pas les pauvres qui passeront à la caisse parce qu'ils sont pauvres. C'est pas les grandes fortunes, parce que les grandes fortunes ont déjà pris leur disposition. Hein. Arrêtons les hypocrites. C'est ce qu'on appelle les classes couillons, les classes moyennes, et notamment les classes moyennes supérieures qui ont voté pour Macron. Hein. Je pense que c'est les classes moyennes qui vont, notamment les classes moyennes supérieures, qui vont se trinquer dans les années qui viennent, parce qu'il faudra qu'on paye d'une manière ou d'une autre. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, il faut d'abord voir ce qui va se dégager des urnes, mais alors, on peut imaginer des hausses d'impôts, c'est fort probable, mais on est déjà le pays au monde où on fait le plus d'impôts par rapport au PIB, alors ça ne va pas arranger le climat économique, des réductions de budget, d'allocations, de droits, c'est fort possible. Oui, toute la problématique autour de la captation de l'épargne, ou la captation d'une partie de l'épargne, c'est beaucoup évoqué, mais bon, moi je t'ai déjà dit, j'y croyais pas trop, parce que ça va être un choc psychologique en France si on fait ça, et ça va pas améliorer le climat économique qui n'est déjà pas bon. Hein. Et puis la mise sous tutelle de la France, je n'y crois pas du tout, parce que tout big tout fait. Ça c'est comme la BNP, Société Générale, Crédit Agricole, tout big tout fait. Elles ne peuvent pas couler. Ben, la France c'est pareil, dans un autre domaine, c'est tout big tout fait. C'est trop gros pour couler, parce que c'est la deuxième puissance en Europe. Déjà que la première, la main est en récession, on en voit pas le bout. Donc si la France coule, c'est l'euro qui coule. Et si c'est l'euro qui coule, on peut penser que c'est le monde entier qui coule, hein, aussi. Hein, parce que c'est pas gai en ce moment. Hein. Les États-Unis sont archi endettés, une dette qui augmente de 10 milliards de dollars par jour. La Chine est en fort ralentissement économique. Le Japon, il n'y a plus de croissance depuis 30 ans. Il y a très peu de zones au monde où il y a vraiment une croissance économique soutenue. L'Inde peut-être. L'Inde qui démarre de loin. Hein. L'Inde, voilà, avec une jeunesse très intelligente qui veut aller de l'avant. L'Inde est peut-être la seule région au monde où il y a vraiment une croissance soutenue. Et puis les monarchies pétrolifères du Golfe, enfin ça vous comprend pourquoi. Donc voilà. Donc il faut, pour revenir... Il faut voilà, voir ce qui va se dégager des urnes. Est-ce qu'on va pouvoir former un gouvernement? C'est possible qu'on ait un gouvernement d'union nationale composé de partis qui n'ont pas grand-chose en commun, qui ont des profonds désaccords sur certains sujets. Donc qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est quand même très problématique tout ça. Hein. Alors je sais bien que Macron aurait pu continuer 3 ans comme ça aurait dans l'impopularité, dans la douleur, avec des 49.3, dans la contestation. Mais enfin, il a les médias pour lui qui le soutiennent, il a une partie de la population qui le soutient, qui le soutenait jusqu'à présent. Hein. Donc il aurait pu continuer comme ça, mais ça aurait été douloureux. Mais là, dissoudre l'Assemblée, surtout après une élection européenne, normalement qui n'a pas de test national, hein, et puis si rapidement, pourquoi il aurait mieux valu voter à la
rentrée, après les JO, dans le calme, dans la sérénité, parce que là les partis, dès le lendemain de la dissolution, se sont réunis, tout s'est fait dans l'urgence, tout se fait dans l'urgence en ce moment, hein, dans la préparation, dans l'urgence. Voilà, bon, mais nous, à notre petit niveau, on peut que subir et aller voter demain, hein. Moi je vais toujours voter, voilà, on va avoir un mois de juillet compliqué, hein, parce qu'il va falloir voir ce qui va se dégager des élections demain, quelle majorité on va pouvoir tirer, quel gouvernement on va pouvoir tirer, quel Premier ministre on va pouvoir mettre, hein, et ensuite former les ministères, et puis voir, est-ce qu'il y aura un audit des finances publiques? Moi je le souhaite, mais c'est pas évident. Voilà, et je sais pas, voilà, à notre niveau, petit niveau, on peut que subir et aller voter demain. Mais enfin, depuis 5 ans, on n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme, des gilets jaunes. On a été bien seuls et on voit maintenant qu'on est arrivé dans un cul-de-sac. La France est arrivée dans un cul-de-sac, aussi bien économique, financier que politique. Bon, maintenant, la France, on a vu d'autres. Hein. Ouais. La France, on a vu d'autres, mais là... L'occupation allemande à une époque. Hein? On a eu l'occupation allemande à une époque. Oui. Et c'est vrai que ça ressemblait un peu comme ces dernières années, ce qu'on a suivi. Oui, on a beaucoup parlé lors du débarquement. Enfin bon, mais tu sais, l'occupation qui nous a délivrés, c'est pas... Quel que soit l'héroïsme de la résistance, c'était des gens extraordinaires, les résistants. Hein. Ils ont donné leur vie pour la France, pour le drapeau français, mais la résistance était épuisée à un moment donné. Hein. Ce qui nous a délivrés, à l'Est, c'est les Russes, hein, qui se sont fait massacrer par millions par les blindés allemands. Hein. Ils n'avaient pas le choix, hein, il fallait qu'ils combattent, hein, sinon Staline il les fusillait. C'était pas un rigolo Staline, hein, mon Dieu. S'ils n'avançaient pas, s'ils ne se faisaient pas massacrer par les Allemands, ils se faisaient fusiller par la police de Staline. Hein. Mais les Russes ont énormément donné en Russie, par millions, ils sont tombés face aux blindés allemands. L'hiver très rigoureux 41-42 nous a aidés aussi, hein, parce qu'il a stoppé en partie l'avancée des Allemands. Et puis à l'ouest, c'est malgré tout ce qu'on peut dire, c'est les Américains qui nous ont sauvés. Hein. Quand on va dans les cimetières de Normandie, c'est bouleversant. Tous ces jeunes Américains qui sont morts à 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils ne savaient même pas où ils étaient, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient là, souvent. Hein. C'est bouleversant. Mais eux, ils n'avaient pas le choix aussi. Hein. Sur les plages du débarquement, où ils restaient sous la plage, ils se faisaient tuer par les Allemands, où ils avançaient et risquaient de se faire tuer par les Allemands. Voilà. Donc, mais il faut dire que l'administration française a servi les nazis, la police française a servi les nazis, hein, traque de résistants, de juifs, l'épouvantable rafle du Veldiv, qui est une horreur dans l'histoire de France, hein, où on a mis des enfants, des femmes et des hommes juifs dans les camps de la mort. C'est que la police française, c'est que tout existe, hein, c'est que la police française, la police allemande n'est pas dans ce coup. Voilà, l'occupation, il y a eu une résistance héroïque de certains Français, pas nombreux, hein, mais ils étaient épuisés à un moment donné, trahis forcément. Et c'est surtout à l'Est les Russes, le massacre des Russes, et à l'Ouest les troupes américaines qui nous ont délivrés, hein, de cette horreur nazie. Mais voilà, que dire, c'était une époque. Et c'est De Gaulle nous a permis de nous en sortir avec l'honneur, hein, quand même. Honneur. Il nous a permis de se sortir de ce conflit, lui et Général Leclerc, avec l'honneur, hein, parce que il nous fallait l'honneur, sortir de ce conflit avec l'honneur. Hein, voilà. Mais De Gaulle, tu sais, Général De Gaulle, il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, on n'en parlerait pas. Hein. C'était un colonel, il a eu sa première étoile de général juste avant la guerre, mais c'était quelqu'un d'assez austère, d'assez hautain. En plus, il émettait des thèses qui ne plaisaient pas du tout à l'état-major militaire français à l'époque, hein, où il disait en gros qu'on n'était pas du tout préparé à la future guerre qui s'annonçait. On était toujours on a toujours une guerre de retard, on était toujours dans la guerre de tranchées de 14-18. Lui, il a mis en garde contre la future guerre qui s'annonçait, qui était une guerre de mouvement qui alliait les forces terrestres, les blindés et l'aviation. Hein. Mais le fait qu'il émettait des idées nouvelles, il a été écarté par l'état-major militaire français de l'époque, dont le général maréchal Pétain, tout il avait été l'aile de camp pourtant, hein, de nombreuses années, mais qu'il avait écarté des pouvoirs décisionnaires de l'armée. Voilà. Donc De Gaulle, sans la Deuxième Guerre mondiale, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Je pense qu'il n'aurait même pas été élu simple député, parce qu'il était trop austère, trop hautain. Hein. Voilà. Mais puis, il pourrait parler de Churchill aussi, qui a été extraordinaire. Hein. Il faut mémorer le climat de l'époque. C'était surtout la peur du communisme, hein, qui prévalait chez les milieux bourgeois et les milieux d'affaires. Hein. On disait plutôt Hitler que Staline. Hein. Voilà. Et puis dans les milieux politiques et financiers anglais, beaucoup étaient
soit étaient favorables à... Il y en a qui étaient favorables à Hitler, mais beaucoup étaient favorables à une paix conclue avec Hitler. Donc on a envoyé Churchill, parce que c'était le seul qui se présentait, hein, si je puis dire, le seul qui avait mis en garde l'Angleterre sur la menace nazie. On l'a mis en place, mais il n'a pas fait du tout la politique choisie. Hein. Il n'a pas voulu signer d'armistice avec Hitler, de paix armée avec Hitler, lui c'était la guerre. Voilà. Il a fait le bon choix, c'est clair. Un sacré discours, hein. Ah oui, c'était des grands hommes. We shall fight anywhere, we shall try to fight, we shall never surrender. Churchill, quel grand homme. De Gaulle aussi, quel grand homme. Mais Churchill a dû s'humilier aussi devant Roosevelt, hein, aussi, hein, pour obtenir de l'aide militaire, de l'aide financière. Il s'est bien humilié devant le président américain Roosevelt, mais il ne peut pas faire autrement. Hein. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Ouais, c'est des grands hommes, ça. Churchill, De Gaulle. Churchill, De Gaulle, général Leclerc. Voilà, c'était une époque vraiment très particulière de l'histoire de France. Hein. On pourrait en parler pendant des heures. Mais mon grand-père qui avait fait la guerre me disait toujours, c'est les mêmes juges qui jugeaient les résistants en 1942 qui jugeaient les collabos en 44-45. Ben oui, mais De Gaulle, il n'a pas... après la guerre, il voulait reconstruire la France, il voulait aller de l'avant, puis il avait toute la peur du communisme. À l'époque, c'était le premier parti politique en France. Hein. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait le ménage dans l'administration, très peu. L'épuration, contrairement à ce qu'on dit, l'épuration n'a pas duré longtemps. Ouais, celui qui a eu la peau du Parti communiste, c'était Mitterrand. Hein. Oui. On a occupé derrière, Oui. après coup. Quoi. Ah oui. C'est surtout le communisme tel qu'il a été appliqué dans le monde, où on voyait qu'aussi bien économiquement qu'au niveau des droits de l'homme, c'était une horreur. Oui, et puis Mitterrand a eu la peau du parti communiste, oui. Mitterrand, c'était un très habile politicien, très grande culture générale. Je suis pas sûr qu'il ait fait du bien à la France, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'était monsieur. Hein. Il avait une très grande culture générale, que non plus nos hommes politiques. Il avait énormément, évidemment, il avait consacré sa vie à la politique. C'était un intellectuel qui pouvait réciter des poèmes par cœur, comme Pompidou d'ailleurs. De Gaulle aussi avait beaucoup de culture générale. Oui, c'était... Voilà, maintenant Mitterrand a fait le choix de l'Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit, surtout dans les conditions où ça a été fait, que ce soit le bon choix. Mais c'est vrai que notre président actuel, lui, doit connaître tous les épisodes de l'agence touriste. Il a quand même ça de culture. Ah oui, là c'était des séries ça, dans les années 80, c'était sympa, on regardait ça, on se distrayait. Hein. Ah oui, mais Loupi, je me souviens, c'était un gaffeur, il énervait tout le monde, il disait des bêtises, il était complètement ingérable. Et Barracuda, joué par Mr. T, il n'arrêtait pas de s'en prendre après lui. Hein. Il disait à Hannibal, fais quelque chose Hannibal, je vais commettre un meurtre. Non, c'était une série marrante, voilà, bon enfant, voilà. Bon, bah maintenant, concernant notre quotidien, il faut aller voter demain, et puis suivre tout ça, parce que c'est pas terminé, hein, c'est loin d'être terminé. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager comme majorité ça serait quand même très cocasse qu'on mette au pouvoir, qu'on fasse un gouvernement constitué, un gouvernement avec plusieurs partis politiques qui sont pas d'accord entre eux. Hein. C'est vrai que ça me fait rire ça. Des macronistes avec l'extrême gauche. Des macronistes avec l'extrême gauche. Après, il va à gauche, à droite, le Macron. Quoi. Je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. Il faut voir ce que ça va donner, mais c'est quand même très... Mais c'est lui qui a détruit la gauche et la droite, Macron. Et là, il a détruit son camp en premier. Je pense qu'il a détruit la Macronie en premier. En trahissant... Mais maintenant... Ah, t'as vu son père, ce qu'il a déclaré? Oui, je voulais te dire ça. Tu savais que j'avais oublié de te dire un truc, mais je ne savais pas quoi. Le père à Macron, je pense pas qu'il raconte des conneries, il a l'air d'avoir toute sa tête, cet homme. Il a déclaré dans un journal, le Progrès, un journal de la région de Lyon, je crois. Il a déclaré à un journal de presse locale que ça faisait 2 mois que son fils lui avait dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Moi, j'écoute ce que dit le père de Macron, je pense pas qu'il raconte des conneries. Mais enfin, si c'est vrai, tu te rends compte qu'il a prévenu Attal et Larcher, les 2e et 3e personnages de l'État, quelques heures avant seulement, alors qu'apparemment, ça faisait 2 mois qu'il savait qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Enfin, là. Moi, je serais Attal et Larcher. Larcher, il est toujours entre 2 restaurants. Là-bas, voilà, toujours entre 2 restaurants. Mais enfin, moi, je serais Attal ou Larcher, ce serait furieux quand même. Il a prévenu son père il y a 2 mois, et pourquoi pas son jardinier ou son majordome il y a 2 mois, et il ne prévient pas le 2e et 3e personnage de l'État, c'est-à-dire le Premier ministre et le président du Sénat. C'est qu'il n'a pas confiance en eux.
Je sais pas. Moi, Alors, je pense qu'il ne connaîtra personne. Oui, Là, son père. ouais, il n'aime personne. Je crois que son père, il a avoué, donc il n'a même pas souhaité l'anniversaire à son père. Son père n'était pas content. C'est pour ça qu'il a balancé ça. Il n'a pas souhaité l'anniversaire à son père. Bon, je pense qu'elle n'était pas de la famille. Mais enfin, Macron, moi, je suis incapable de comprendre sa pensée. Je ne me demande pas de comprendre la pensée de Macron. Moi, à un petit niveau, je ne comprends pas. Hein. Maintenant, il faudra attendre la suite. Hein. Il faudra attendre la suite. Mais encore une fois, si le contexte économique et financier de la France n'était pas aussi préoccupant, à la limite, ce ne serait pas trop grave pour ça. Hein. Mais enfin, là, c'est pas le cas. Voilà, hein, pauvre de nous, on va dire. Hein. Bon, la France, on a vu d'autres, c'est sûr, mais là, en ce moment, on va dire que la situation est très confuse. Hein. Ok, ben merci. Merci Frédéric, merci beaucoup.